Excellent. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je me présente, Simon Rousseau, je suis le coordonnateur au secteur des matières résiduelles chez Réseau Environnement. J'agirai à titre de modérateur pour ce webinaire. Et je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue à déjà le troisième rendez-vous de la modernisation présenté par Éco-entreprise Québec et propulsé par Réseau Environnement. Donc, comme vous le savez, qui a été nommé à titre d'OGD afin d'élaborer, de mettre en œuvre et de soutenir financièrement la collecte sélective. Afin de faciliter la transition vers ce nouveau système, EQ met en place plusieurs actions de communication et de mobilisation, dont les rendez-vous, la modernisation. Et jusqu'à maintenant, EQ a présenté les niveaux à privilégier pour les ententes avec les organismes municipaux dans son premier webinaire et le contenu des ententes cadres dans son deuxième webinaire. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est revenu fréquemment dans les derniers webinaires, surtout dans les périodes de questions. Donc, on parle ici du cas particulier de la desserte des lieux publics extérieurs, des ICI non assimilables et des neuf logements et plus. Donc, afin de présenter le tout, je suis accompagné aujourd'hui de Kathleen Dubé, qui est chef d'équipe dans la modernisation de la collecte sélective, de sa collègue Marie-Hélène Gravel, qui est conseillère modernisation de la collecte sélective, et d'Ariel Grenier, qui est conseillère relations médias et partenaires, qui me donnera un petit coup de main pour la période de questions. Donc, avant d'aller dans le vif du sujet, j'aimerais vous préciser que la présentation PDF ainsi que l'enregistrement seront rendus disponibles dans les jours qui vont suivre la présentation d'aujourd'hui. Et tout au long de la rencontre, on vous invite à écrire vos questions dans le QR en bas de votre écran. Comme ça, on pourra répondre au tout à la fin de la présentation. Donc, sans plus tarder, je vais laisser Kathleen et Marie-Hélène vous présenter le sujet d'aujourd'hui. Donc, à vous la parole. Alors, bonjour. Aujourd'hui, on va avoir comme plan de match, en fait, effectivement, parler des différents types de clientèle, des cas particuliers dont fait mention Simon. Mais on va également prendre un petit moment à la fin de la présentation pour poursuivre un peu là, les informations qu'on peut vous donner en lien avec les démarches en vue de la conclusion des ententes avec les organismes municipaux. Marie-Hélène va vous parler un petit peu plus en détail, entre autres, de la communication qui est partie, qu'on a envoyée lundi dernier aux 152 organismes municipaux en vue de la signature des ententes. Alors, c'est bon pour ça. Simon, on peut changer la diapo. Donc, on va débuter d'une façon un petit peu plus générale ici, au niveau des différentes catégories de clientèle à desservir. On va faire un petit survol des 4 piliers au niveau qui sont à la base, en fait, d'une desserte optimisée, mais qui vont guider les différents plans de desserte qu'on a à faire et bien entendu, qui ont guidé la rédaction de l'entente cadre qui a été rendue publique dernièrement. Donc, les clientèles à desservir, d'emblée dans les ententes, seront incluses, le résidentiel de 9 logements et moins, tout ce qui est les écoles, en fait, les établissements scolaires autres qu'universitaires, les ICI assimilables et les lieux publics extérieurs qui sont déjà desservis. D'ici à ce qu'on arrive avec notre plan de desserte, on va le voir un petit peu plus en détail dans les diapos suivantes. Et on devra déterminer également, en lien avec les échéanciers qui sont prévus au règlement, pour les dessertes des multilogements, des ICI non assimilables et des universités pour lesquelles on a des délais supplémentaires, le temps de faire l'élaboration, entre autres, des plans de desserte. On va voir par rapport à ce que vous desservez déjà ou pas dans votre collecte municipale, comment seront réparties ces clientèles-là dans l'entente, à savoir si c'est l'organisme municipal qui s'occupera de la desserte de ces clientèles-là ou si ce sera plutôt EEQ qui prendra le relais, et ce, en lien avec les délais qui sont prescrits dans le règlement. Donc, tout ce qui ne sera pas inclus comme clientèle dans l'entente avec EEQ pour le service de collecte de proximité, eh bien, ce sera la responsabilité de IEQ de s'assurer que ces clientèles-là obtiennent le service adéquat pour répondre à leurs besoins. Donc, les 4 piliers pour une desserte optimisée. On parle d'une desserte adaptée, c'est-à-dire de s'assurer qu'on ait le bon mode et le bon outil de collecte, d'avoir une optimisation des opérations de collecte, un approche terrain qui est une clé de la réussite,
afin de contrôler, entre autres, les opérations, s'assurer que les clientèles ont la bonne information pour bien utiliser le service et également le traitement adéquat de la matière. Donc, la desserte adaptée, comme je mentionnais, les différents modes et outils de collecte ont un fort impact sur la performance du système. Donc, on l'a vu au début des années 2000, quand la majorité des municipalités sont passées du petit bac 64 litres au gros bac 360 litres. Ça a eu un impact sur la quantité de matière qui était détournée, l'augmentation de 30 environ là, qui a été remarquée par rapport à ça. Également, le volet collecte à conteneurs va être envisagé pour différentes clientèles. Grosso modo, un des éléments clés qui est important pour déterminer la bonne collecte, c'est à savoir le temps d'opération de levée qui va être, entre autres, considéré pour déterminer si on doit passer d'un outil à l'autre. Et bien entendu, l'élément majeur étant davantage le volume de matière généré. Quand on a au-delà de 4 bacs, ça équivaut à un volume d'un conteneur de 2 verges, si je ne m'abuse. Donc, on parle de 4 à 6 bacs. Là. Au-delà de ça, le volume justifie d'avoir un conteneur d'un point de vue volume, mais aussi ça justifie d'un point de vue temps de lever. Quand on lève un nombre de bacs considérable, le temps de lever devient à ce moment-là supérieur au temps de lever d'un conteneur. L'autre élément qui est en lien avec une desserte adaptée, c'est le fait justement d'avoir une définition claire de ce que sera un ICI assimilable. Donc, la définition d'un ICI assimilable, c'est un ICI qui génère de la matière recyclable comparable en nature, en quantité à celle du résidentiel, et donc qui pourrait être desservi avec le même outil de collecte et respecter les mêmes modalités de collecte en termes, entre autres, de fréquence de collecte. On parle aussi d'optimisation du territorial au niveau de la collecte. Et l'idée, c'est d'avoir une échelle plutôt régionale que municipale locale. Donc, cette optimisation des opérations de collecte-là va se faire, entre autres, en considérant la réalité des territoires à desservir. Bien entendu, on pourrait prendre l'exemple en région d'un territoire qui pourrait avoir un ou deux multilogements qui justifieraient d'être à conteneur, mais ce seraient les seules unités d'occupation à desservir avec ce type d'outils de collecte-là. Alors, on verra à ce moment-là davantage à intégrer ces unités d'occupation-là qui ne justifient pas d'avoir une collecte dédiée à la collecte à conteneur sur le territoire. Donc, le genre d'aménagement comme ça qui pourrait être fait. Ensuite, pas tout de suite. Ensuite, les différentes routes de collecte aussi vont être déterminées, comme je mentionnais, à avoir des collectes dédiées, donc des collectes dédiées, un contrat de collecte pour la collecte en bac roulant et un contrat dédié à la collecte en conteneur. Bien sûr, la densification des gisements associés aux différentes routes de collecte dédiées, conteneurs versus bac roulant, comme je le mentionnais, afin d'éviter le passage inutile de camions supplémentaires et donc de viser une réduction des GS sera considéré. Et les plans de desserte à élaborer par IEQ pourraient, bien entendu, ne pas reposer sur le découpage municipal. Et donc, à ce moment-là, ça permet de pouvoir optimiser les gisements à mettre en commun et avoir une collecte en conteneur pour les ICI, pour l'ensemble d'une municipalité ou même d'une MRC pourrait être envisagée. C'est bon. Le dernier pilier est celui d'avoir une approche terrain. On considère que c'est une importante clé de la réussite. Donc, d'avoir un contrôle et un suivi des opérations, d'avoir une information aux clientèles à desservir qui est adéquate,
que, en fait, l'usager est en, en quelque sorte le guide de l'utilisateur, qui connaisse bien son calendrier de collecte, quel outil utiliser, et également comment disposer du bac roulant, par exemple, ou ce type d'informations. Et bien entendu, ça demande également des activités de terrain de sensibilisation et d'éducation. On peut penser justement au déploiement de la collecte dans les multilogements ou dans les ICI. Ça demande, pour ceux qui l'ont déjà fait, vraiment d'avoir des gens sur le terrain pour aller rencontrer, sensibiliser les employés, et s'assurer par le fait même d'avoir un impact autant sur le taux de détournement de la matière, donc le taux de participation en quelque sorte, et que sur la qualité de la matière également qui est importante à aller chercher. Petite mention ici que dans l'entente cadre, c'est prévu que les activités terrain de sensibilisation et d'éducation, entre autres, on peut penser là, aux activités dans les écoles ou justement, quand je parlais pour les déploiements dans les ICI, que ce sera confié par IEQ à l'organisme de son choix. Donc, ça pourrait être inclus à faire par l'organisme municipal dans le cadre de l'entente. Mais IEQ pourrait également donner ce mandat-là à une autre organisation, que ce soit un OBNL, un CRE ou autre organisme là, qui existe sur les territoires à desservir. Le traitement adéquat de la matière, dernier élément en fait, j'ai dit tantôt que c'était le dernier, mais le quatrième et dernier pilier, on fait référence ici à s'assurer dans nos plans de desserte que la matière se rende au bon endroit. Donc, entre autres, que les matières des ICI aillent dans le bon centre de tri. Donc, si la matière est compatible ou pas à la collecte, au tri, aux équipements de tri dans les centres de tri résidentiels, il faudra s'assurer, à ce moment-là, on peut penser dans l'industriel ou le commercial institutionnel où ils ont vraiment des gros formats de contenants qui ne sont pas compatibles avec les lignes de tri résidentielles, de s'assurer que cette matière-là aille au centre de tri dédié aux ICI. On rappelle que c'est IEQ qui a la responsabilité d'octroyer les contrats de tri et d'identifier aux responsables de la collecte d'aller porter la matière dans le bon centre de tri. On va également considérer le tri à la source versus la collecte pêle-mêle, particulièrement justement chez les ICI, de façon à voir si le gisement le justifie, de pouvoir faire des collectes dédiées à certaines matières. On peut penser, par exemple, à des collectes exclusives au carton, donc de vraiment séparer à la source différentes matières et d'en faire des routes dédiées lorsque c'est pertinent de le faire. Sinon, dans le volet industriel qui doit arriver selon le règlement, pour les industries, on a la responsabilité de s'assurer de les inclure au système en 2030. Donc, on peut à ce moment-là envisager davantage pour ce type de clientèle-là, le développement, entre autres, de symbiose industrielle qui pourrait être également très pertinent à envisager. Rentrons un peu plus en détail dans les cas particuliers des multilogements, des ICI, des lieux publics extérieurs. Donc, comme mentionné dans les différents piliers, un des éléments, c'est l'optimisation et la mise en commun des gisements, de façon à avoir des routes dédiées selon les différents types, modes et outils de collecte. À cet effet, le multilogement est davantage similaire au gisement des ICI non assimilables et pertinent à ce moment-là de combiner ces deux clientèles-là dans la même route / contrat de collecte. Au niveau des échéanciers qui sont prescrits par le règlement, on mentionnait ici qu'on a un certain délai, le temps de prendre le pouls, de faire le portrait et de pouvoir développer un plan de desserte adapté
pour la clientèle des ICI non assimilables. On porte à votre attention aussi que les multilogements 9+ devront être desservis dès janvier 2025, alors que pour ce qui est des autres ICI non assimilables, eux, ça va seulement en 2027 où la desserte est prévue. Bien entendu, le maintien de ce qui est déjà desservi par le municipal doit être considéré. Donc, on doit s'assurer que ceux qui sont déjà desservis puissent toujours avoir accès au système mis en place par IEQ. Donc, à déterminer si les multilogements 9+, les ICI assimilables et les universités seront inclus ou pas dans l'entente assignée avec vous. Pour ce faire, on va, entre autres, considérer plusieurs éléments, à savoir, est-ce que l'organisation a la capacité et la volonté de s'occuper de ces clientèles-là? Au niveau du gisement, à savoir si c'est suffisant ou pas pour justifier une route de collecte. Et comme mentionné plus haut, s'assurer de pouvoir optimiser justement les déplacements de camions et d'avoir des gisements suffisamment grands pour pouvoir en faire des routes dédiées. Le taux de couverture qui est actuel par rapport à ce qui est déjà desservi par les organismes municipaux sera également des éléments à considérer et à discuter avec vous au cours de l'étape de personnalisation des ententes dont Marie-Hélène va vous parler un peu plus en détail tantôt. En ce qui a trait aux modalités de collecte et les différents outils utilisés, on voit ici que pour ce qui est prévu dans l'entente cadre, c'est le bac roulant de grand format pour le résidentiel de moins de 9 logements, pour les ICI assimilables, ainsi que pour les écoles autres qu'universitaires. Alors que le conteneur à chargement frontal est l'outil de prédilection pour les ICI non assimilables, incluant les universités, et les multilogements de 9 logements et plus. Tout ça sur une base d'une fréquence de collecte aux 2 semaines. Et on mentionne également ici l'élément du règlement, articles 123 et 124, qui font référence à l'effet que les propriétaires d'immeubles ou gestionnaires d'immeubles multilogements et ICI non assimilables ont la responsabilité de fournir les conteneurs pour la collecte. Et ce sera entre autres un des sujets du prochain webinaire du mois de juin. Alors, restez à l'écoute pour avoir plus de détails en ce qui a trait aux responsabilités, au partage des responsabilités par rapport à la gestion des contenants de collecte. Pour ce qui est des lieux publics extérieurs, tout d'abord, il faut faire une distinction importante entre l'ancien programme de collecte hors foyer, que vous connaissez probablement tous, et les lieux publics extérieurs visés par le règlement. Les lieux publics extérieurs visés par le règlement, c'est vraiment, on parle des tout ce qui se retrouve en bordure de rue, près des abribus, par exemple, ou ces éléments-là, et dans les parcs municipaux. Alors que le programme hors foyer incluait également les lieux publics intérieurs. Donc, dans le cadre de la responsabilité élargie des producteurs, les lieux publics intérieurs sont considérés comme des ICI, plutôt que du hors foyer. Donc, on enlève ici le vocable hors foyer et EQ, on peut passer à la diapo suivante, Simon, où on voit la ligne de temps que le législateur a laissé un délai à EQ afin qu'on puisse produire un plan de desserte pour ces lieux publics extérieurs-là.
on doit déposer ce plan de desserte-là au ministère en 2025 et s'assurer d'un plein déploiement pour l'ensemble des lieux publics extérieurs à desservir selon ce plan à partir de 2027 et qui doit se compléter en 2028. Donc, on aura un petit moment pour les lieux publics extérieurs. On passe à la prochaine diapo où on voit que d'ici à ce que ce plan de desserte-là, en vue d'une mise en opération en 2027, en fait, on va prévoir à ce que l'organisme municipal poursuive ceux qui le font déjà, bien entendu. Donc, poursuivre la desserte de ces lieux publics extérieurs-là. Par contre, il y aura un certain statu quo à y avoir d'ici à ce que le plan soit élaboré. Donc, aucun ajout de nouveaux lieux publics extérieurs. Par contre, pour ce qui est en cas de bris ou de vétusté des équipements, l'organisme municipal pourra à ce moment-là remplacer l'équipement par un équipement équivalent avec l'autorisation d'Éco-entreprise Québec. On va également demander à ce qu'il y ait une tenue de registre par rapport à ces équipements-là. Bien entendu, en lien avec le déploiement de cette desserte, IEQ a besoin de savoir quels sont les lieux publics à desservir et ceux qui sont déjà desservis, qu'est-ce qu'il y a comme équipement déployé. Alors, on aura besoin de la collaboration des organismes municipaux pour nous fournir les informations nécessaires à ce qu'on puisse remplir nos responsabilités en lien avec cette desserte-là des lieux publics extérieurs. Grosso modo, l'entente vient faire référence à comment devrait s'effectuer ce maintien des activités d'ici à la mise en place du plan de desserte. On fait beaucoup référence au type d'équipement. Donc, qu'est-ce que les équipements, comment ils doivent être déployés, des équipements fixes ou mobiles, c'est possible. On fait aussi référence aux bonnes pratiques qui vont permettre de venir réduire la contamination dans ces équipements-là, qui ne doit pas dépasser 20 Et pour ce faire, c'est très important que les poubelles soient vidées en fait, qu'il y ait un équipement pour les déchets à proximité ou conjoint avec les équipements de collecte pour les matières recyclables, bien entendu, et que tous ces équipements-là soient vidés à une fréquence suffisante pour éviter les débordements et bien entendu la contamination. Également, on s'attend à ce qu'aucun contenant de matière recyclable soit collecté dans la même route de collecte que les déchets. Donc, on veut vraiment qu'il y ait des collectes très distinctes, s'assurer que ce ne soit pas tout mis ensemble quand les équipements sont déployés sur le terrain et que la matière récupérée devra être envoyée au lieu de destination, en fait, le centre de tri prévu à l'entente et déterminé par IEQ. Au niveau des matières récupérées, ça va aller au centre de tri identifié par IEQ. Alors, Marie-Hélène, je vais te laisser la parole pour parler un petit peu davantage des démarches en vue de conclure l'entente et de ce que les organismes municipaux visés pour la conclusion des ententes par IEQ ont reçu la semaine dernière. Merci, Kathleen. Donc, je prends le relais à partir d'ici. Comme IEQ a tout récemment publié l'entente cadre, nous avons pensé profiter de l'occasion du webinaire d'aujourd'hui pour justement vous présenter le processus général de la démarche en vue de conclure une entente de partenariat entre IEQ et les organismes municipaux. Je vais d'abord faire un retour rapide sur les étapes déjà réalisées jusqu'ici et je vais m'attarder davantage sur les étapes en cours et celles à venir. Les démarches ont donc été initiées en novembre dernier, en novembre 2022, lorsque IEQ a sollicité toutes les organisations municipales du Québec, autant les municipalités locales, les MRC, les régies, et ce pour obtenir des informations concernant les contrats de collecte, transport, tri, conditionnement des matières recyclables et aussi les services réalisés en régie interne.
tel que cela est prévu à l'article 125 du règlement portant sur la collecte sélective. Depuis, le 7 mars 2023, EEQ a procédé à une première communication, que je dirais officielle, et a adressé une lettre aux organismes municipaux ciblés comme interlocuteurs pour conclure une entente. Donc, contrairement à la demande de renseignement, la lettre du 7 mars n'a pas été envoyée à toutes les organisations municipales du Québec, mais bien à des organismes municipaux ciblés qui correspondent à des regroupements de municipalités et pour l'essentiel, ce sont des MRC qui ont reçu cette première communication. Et pourquoi on s'est adressé à des MRC, comme je vous disais, des regroupements de municipalités? C'est que ce n'est pas nouveau qu'on parle de regroupements municipaux pour la collecte des matières recyclables au Québec. Déjà en 2020-2021, les regroupements ont été discutés au sein des groupes de travail mis en place par le ministère de l'Environnement en vue d'alimenter les différents travaux entourant la modernisation de la collecte sélective. Et il était apparu, il avait fait consensus à ce moment-là qu'il était nécessaire pour l'optimisation des territoires de collecte qu'il y ait des regroupements municipaux. Allant dans ce sens, l'article 18 du règlement portant sur la collecte sélective dit que EQ n'est pas tenu d'entreprendre les démarches en vue de conclure une entente avec l'organisation municipale qui s'occupe actuellement du contrat de collecte et transport. Qui plus est, il y a l'article 12 de ce même règlement qui prévoit que l'OGD, donc l'organisme de gestion désigné, c'est-à-dire EEQ, doit favoriser la conclusion de contrats avec une municipalité régionale de comté, donc une MRC, ou un groupement de municipalités afin d'optimiser la collecte et le transport des matières résiduelles. Donc, c'est pourquoi, lors de la communication du 7 mars, EEQ s'est adressé à 152 organismes municipaux ciblés en vue de conclure une entente. Puis pour mettre en perspective là, ce nombre-là de 152 organismes municipaux ciblés, sachez qu'il y a environ 1300 organisations municipales au Québec et selon les données de la plus récente déclaration des organisations municipales dans le cadre du régime de compensation de la collecte sélective, il y avait 558 organismes municipaux qui avaient compétence dans le domaine de la collecte sélective. Donc, on passerait de 558 organismes municipaux à 150 quelques ententes de partenariat avec Éco-entreprise Québec. Bon, ce rappel étant fait au sujet des regroupements municipaux, je ferai un deuxième rappel avec mes deux prochaines diapositives pour clarifier le principe de responsabilité et le principe de compétence dans le domaine de la collecte sélective, puis plus précisément dans le cadre de la REP collecte sélective. Dans la loi 65, qui a modifié la loi sur la qualité de l'environnement, le gouvernement a clairement énoncé qu'aucune municipalité ni aucun groupement de municipalités ne peut, de sa propre initiative, à partir de l'adoption de cette loi-là, élaborer ou mettre en œuvre tout ou partie d'un système de collecte sélective et que cette responsabilité revient dorénavant, ou est maintenant, celle de l'OGD, donc d'Éco-entreprise Québec. Mais la REP collecte sélective a ceci de particulier et qui la distingue des autres REP au Québec, c'est que la REP collecte sélective fait du partenariat entre l'OGD et les organismes municipaux un incontournable. Le gouvernement n'a donc pas modifié la loi sur les compétences municipales. Ça laisse ainsi la compétence dans le domaine de la collecte sélective aux organismes municipaux pour conclure une entente avec EEQ qui, lui, est responsable de l'ensemble du système de collecte sélective. La précédente, Simon? Oui, merci. Donc, en bref, ce que vous devez retenir, 3 points principaux sur les regroupements municipaux, sur la responsabilité puis la compétence. D'abord, la responsabilité du système de collecte sélective est maintenant celle de l'OGD, donc d'Éco-entreprise Québec. Et qu'au niveau de la compétence que vous devez détenir pour être l'organisme signataire de l'entente de partenariat avec EEQ, d'abord, cette compétence, elle doit viser l'ensemble de la clientèle desservie. Elle doit viser l'ensemble des contenants de collecte applicables et utilisés sur le territoire et la durée de cette entente intermunicipale ou de la déclaration de compétences, elle doit minimalement être de la même durée que celle de l'entente de partenariat qui sera conclue avec Éco-entreprise Québec.
Maintenant, il y a environ une semaine, donc le 8 mai dernier, EAQ a fait une deuxième communication et a transmis un courriel à ces mêmes 152 organismes municipaux ciblés. Dans ce courriel se trouvait l'entente cadre rédigée par Éco-entreprise Québec et une invitation à compléter un formulaire qu'on a appelé formulaire préalable aux annexes dits de personnalisation de l'entente cadre. Avec cette deuxième communication, EAQ ouvre, je dirais, officiellement les discussions avec les organismes municipaux et EAQ vise à conclure les premières ententes de partenariat avec des organismes municipaux d'ici la fin de l'été. Je reprends ici une diapositive qui vous a été présentée au webinaire précédent. Vous la reconnaîtrez probablement. On l'utilise ici pour vous rappeler en quoi consiste l'entente cadre et comment on en viendra à des ententes de partenariat avec les différents organismes municipaux ciblés. Donc, quelques points sur l'entente cadre. Premier élément, l'entente cadre est maintenant publique, donc c'est un document qui est accessible à tous. Il a été effectivement transmis par courriel aux organismes municipaux ciblés pour conclure une entente, mais il est disponible sur le site Internet de Éco-entreprise Québec. Quand vous allez recevoir le document là, de présentation d'aujourd'hui, vous aurez le lien qui a même la présentation. Donc, l'entente cadre, ça se veut le modèle commun d'entente où on retrouve les règles générales qui sont applicables à tous les organismes municipaux. Et je le précise, il y aura certains ajustements qui seront apportés pour les communautés autochtones, conformément à ce qui est prévu au règlement sur la collecte sélective. Comment on passe de l'entente cadre aux ententes de partenariat avec chacun des organismes municipaux? On va venir le faire avec une certaine personnalisation. C'est là où je dis qu'on appelle ça des annexes de personnalisation. Il y a essentiellement deux annexes de personnalisation. L'annexe B, où on vient définir le territoire d'application, donc quelles sont les municipalités locales qui sont visées par l'entente. Et à l'annexe C, on vient définir la clientèle desservie et les modalités détaillées de la desserte au niveau de la collecte et du transport pour le territoire d'application. Pour en venir à ces annexes de personnalisation, EAQ a élaboré un formulaire préalable aux annexes de personnalisation de l'entente cadre et a rendu disponible ce formulaire-là aux organismes municipaux ciblés qui ont reçu le courriel du 8 mai dernier. Et les formulaires doivent être complétés par les organismes municipaux qui l'ont reçu. Le premier formulaire qui a été reçu par les organismes municipaux, on l'appelle le formulaire B, donc la première grande section. Le formulaire B fait référence à l'annexe B ou mènera à l'annexe B de l'entente. Dans ce formulaire, on invite l'organisme municipal à confirmer qu'il est bien le signataire ou qu'il sera le signataire de l'entente avec Éco-entreprise Québec. Il est important, si vous êtes en démarche de regroupement actuellement, de quand même compléter le formulaire B parce qu'on est conscient qu'il y a des délais intrinsèques à la démarche de regroupement, de délégation de compétences ou d'entente intermunicipale, mais on veut à ce stade-ci identifier avec qui on va poursuivre la démarche, la discussion en vue de conclure l'entente. Dans le formulaire B, comme je viens de vous le mentionner, on confirme donc l'identité du signataire et on vient aussi identifier le territoire d'application, donc la liste des municipalités qui seront visées par l'entente. Une fois que le territoire et le signataire sont identifiés et convenus entre l'organisme municipal et Éco-entreprise Québec, on débloquera, si je peux dire, la deuxième section du formulaire préalable aux annexes, donc la section C, où dans cette section, vous viendrez compléter et identifier les clientèles qui sont desservies et les modalités de desserte conformément à l'entente ou s'il y a des demandes, je dirais, de dérogation pour des raisons spécifiques à votre territoire lorsque, par exemple, vous ne pourriez pas respecter la règle générale. On donnait tantôt l'exemple des bacs roulants ou des conteneurs. Donc, s'il y avait des contextes particuliers chez vous, vous pourriez utiliser ce formulaire-là pour nous partager votre demande de dérogation. Donc, c'est donc une étape, c'est un processus en deux étapes. D'abord, on confirme le territoire d'application le signataire et ensuite, on vient confirmer et discuter ensemble de la clientèle et des modalités de desserte.
le passage du formulaire vers les annexes qui vont vraiment s'intégrer dans le contrat, dans l'entente de partenariat. C'est un processus qui est itératif. D'abord, on vous demande à l'organisme municipal ciblé de compléter l'information et EQ va recevoir cette information, l'analyser, en prendre connaissance, pourrait poser des questions, demander des modifications et au final approuver. Une fois que c'est approuvé par EQ, c'est à ce moment-là qu'on peut signer une entente de partenariat entre EQ et l'organisme municipal. Au final, l'entente de partenariat conclue entre EQ et un organisme municipal, c'est un tout composé de 2 parties. L'entente cadre, elle s'applique. Elle contient les dispositions communes à tous les organismes municipaux et il y a les annexes de personnalisation qui vont contenir les dispositions propres au territoire d'application, s'il y avait justement des ajustements à apporter quant aux modalités de desserte comme on vient de parler. Alors, comme je l'ai mentionné précédemment, EEQ vise à conclure des premières ententes de partenariat avec les organismes municipaux d'ici la fin de l'été. Il y a une date limite qui est prévue pour la démarche. Cette date, elle est inscrite dans le règlement portant sur le système de collecte sélective. Donc, c'est le 7 septembre. Donc, d'ici là, les discussions là, continueront entre nous et les organismes municipaux. Enfin, une dernière précision en ce qui a trait à la date limite pour conclure une entente de partenariat avec EEQ. Je viens de vous parler de la date du 7 septembre. C'est vrai, puis c'est applicable si votre contrat de collecte et transport se termine d'ici le 31 décembre 2024. Par contre, il y a certains organismes municipaux dont les contrats vont au-delà du 31 décembre 2024 et avec ces organismes municipaux-là, on bénéficie d'un délai un petit peu plus grand. Donc, à ce moment-là, on aura jusqu'au 1er janvier 2024 pour conclure une entente. C'est aussi vrai pour les organismes municipaux où il n'y a pas de service de collecte sélective actuellement sur le territoire et les organismes municipaux qui réalisent eux-mêmes, donc en régie interne, les services de collecte et transport. Et vous avez là, au bas de la diapositive, un petit rappel. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été mentionné précédemment puis répété par Éco-entreprise Québec. Si vous vous retrouvez dans l'une des situations suivantes concernant votre contrat de collecte et transport ou de triconditionnement, donc si votre contrat se termine avant le 1er juillet 2024, on vous demande de retourner en appel d'offres pour un contrat de courte durée qui devra se terminer, bien évidemment, au plus tard le 31 décembre 2024. Et si votre contrat se termine entre le 1er juillet et le 31 décembre 2024, bien, on va justement travailler ensemble vers la transition vers la REP collecte sélective et la conclusion d'une entente de partenariat. Comme je vous le disais tantôt, vous retrouverez dans la présentation des liens qui vous permettront d'accéder directement à des documents que nous avons produits. Donc, il y a un lien qui vous mène vers l'entente cadre entre EEQ et les organismes municipaux. Et vous avez aussi un lien qui vous mène vers un document résumé. Donc, ça tient sur 2 pages, résumé sur la démarche là, de conclusion de l'entente et ce qu'on retrouve essentiellement dans l'entente de partenariat entre EEQ et les organismes municipaux. Parfait. Merci beaucoup, Marie-Hélène. Merci beaucoup, Kathleen, pour cette présentation. Donc, visiblement, on voit qu'il reste beaucoup de travail à faire d'ici là, mais on sent que les discussions vont aller de bon train dans les prochains mois. Je vois qu'il y a beaucoup de questions dans le chat, donc je vais laisser Ariel s'occuper de la période de questions, puis peut-être guider les questions vers Marie-Hélène ou Kathleen. Donc, Ariel. Oui, bonjour. Alors, la première question nous vient de Manon Blanchet qui nous demande est-ce que les bacs roulants de 1100 litres seront ramassés? Oui, donc je peux répondre à cette question, puis je vais en profiter pour jumeler cette question à quelques autres là, que j'ai vus qui portaient sur d'autres types de contenants de collecte. J'ai vu passer des conteneurs semi-enfouis. Donc, la réponse, elle est valable pour tous ces cas-là. L'entente cadre ne permet pas
ces contenants-là. Donc, la règle générale est la suivante. Donc, c'est des bacs roulants pour les clientèles de type résidentiel, ICI assimilable et les établissements scolaires autres qu'universités et des conteneurs à chargement avant pour les autres clientèles. Par contre, on est bien conscient qu'il y a du existant dans vos territoires et qu'il y a des contextes particuliers, que ce soit le bâti, qui peuvent justifier l'utilisation de d'autres contenants de collecte. Et c'est justement à travers le formulaire préalable aux annexes dites de personnalisation qu'on vous donne l'occasion de nous expliquer là où la règle générale ne peut pas être appliquée sur votre territoire. Donc, je ne peux pas répondre oui ou non si les bacs de 1100 litres seront permis sur le territoire de la personne qui pose la question, mais sachez qu'on est conscient de particularités des différents territoires et que vous avez l'occasion de démontrer que c'est effectivement justifié de continuer à utiliser ces contenants-là. Mais la décision, au final, reviendra à Éco-entreprise Québec. Parfait, merci. Il y a une question de Mme Valérie Leblanc qui nous demande, en ce qui concerne les taux de compensation sur certains éléments, notamment l'ISée, l'entente cadre prévoit un prix par UO. Est-ce que les unités d'occupation commerciale desservies seront incluses dans le total ou est-ce que l'on parle seulement des unités d'occupation résidentielle? Je vais répondre à cette question-là. Peut-être là, que tout le monde ne comprendra pas d'où vient la question parce que ce n'est pas un sujet qu'on a abordé aujourd'hui. Il sera abordé au prochain webinaire, la question des remboursements, des différentes modalités, les taux, etc. Mais comme l'entente cadre est publique, on savait bien qu'il pouvait y avoir des questions là, qui iraient vers d'autres sections. Donc, si je réponds spécifiquement à celle-ci, le taux de compensation pour l'information municipale, il est effectivement basé sur le nombre d'unités d'occupation desservies et si le nombre d'occupations desservies qui est convenu entre EEQ et l'organisme municipal inclut des unités ICI, les unités ICI seront prises en compte dans le calcul et une unité ICI sera admissible là, à ce taux de compensation. Donc, ce sera pour l'ensemble des unités d'occupation desservies sur le territoire, sans égard à savoir si c'est une clientèle de type résidentiel ou ici. Merci Marie-Hélène. On va revenir un peu sur la question des bacs. On a eu une question de Béatrice Côté qui est un peu différente là, de la question à laquelle tu as répondu, Marie-Hélène. Donc, Madame Côté nous demande dans l'entente cadre, on mentionne que les bacs roulants seront prescrits pour les établissements d'enseignement, sauf les universités. Donc, les volumes ne sont-ils pas trop importants pour les bacs de 360 litres? Je vais te laisser, Kathleen, répondre. Oui, en fait, du portrait qu'on a actuellement, la majorité des écoles sont desservies en bac roulant de 360 litres et c'est souvent le mode de collecte qui est privilégié par certaines écoles qui ont un volume qui justifierait effectivement le conteneur, mais qui préfèrent utiliser les bacs roulants puisqu'ils peuvent les utiliser pour la collecte à l'intérieur des locaux. Donc, c'est pour ça que d'emblée, c'est les bacs roulants qui ont été retenus pour la desserte de cette clientèle-là. Bien entendu, dans le cas de, par exemple, des polyvalentes ou des cégeps qui auraient déjà une desserte en conteneur ou des éléments comme ça, mais on ne va pas nécessairement leur demander de transiter vers une collecte en bac roulant. On va à ce moment-là les considérer pour pouvoir les intégrer dans la route de collecte à conteneur. Merci, Kathleen. On a une question anonyme du public. Je vais te laisser, Marie-Hélène, y répondre. La question est la suivante. Qu'arrive-t-il pour les unités de 9 logements et plus qui n'ont pas d'espace pour un conteneur? Doivent-ils y aller au privé? De plus, qu'est-ce qui va arriver aux bacs qu'ils ont déjà? Est-ce qu'ils vont être valorisés? Je vais y aller avec une réponse en 2 temps. D'abord, sur le fait que les multilogements doivent-ils aller au privé?
Dès le 1er janvier 2025, tous les unités d'occupation multilogement devront être desservies par la collecte sélective. Donc, il y aura 2 cas de figure, dépendamment si cette clientèle-là, elle est confiée à l'organisme municipal ou si c'est EEQ qui assure le service de collecte et transport. Donc, s'il y a collecte au privé, c'est EEQ prend en charge cette collecte-là, cette clientèle-là, et décide de confier à un collecteur privé une route de collecte. Mais ce ne sera pas l'ICI qui, le multilogement qui, de son initiative, devra se tourner vers le privé. Donc, voilà pour le premier morceau de la réponse. Le deuxième morceau, je dirais, savoir s'il n'y a pas de place pour des conteneurs, ben, c'est justement ce à quoi je faisais référence précédemment en vous parlant du formulaire préalable aux annexes de personnalisation et éventuellement aux annexes de personnalisation de l'entente cadre. C'est que si le bâti, dans ce cas-là, ne permet pas qu'on installe des conteneurs, bien évidemment, on ne va pas déplacer l'immeuble en question, puis ça pourrait justifier l'utilisation de bacs roulants. Donc, ce sera à discuter ensemble pour identifier le contenant de collecte approprié à la clientèle, mais aussi, on ne peut pas faire fi du bâti puis du contexte où se trouve le multilogement. Super, merci beaucoup, Marie-Hélène. On a une question de Christian Desalliés qui nous a demandé. Oh non, pardon, je m'excuse, j'ai pas la bonne question. On a déjà répondu. En fait, il y a quelqu'un qui nous demandait si c'était possible de revenir sur la définition des ICI assimilables. Il y a plusieurs personnes là, qui ont aimé le commentaire, donc peut-être qu'il y a des gens dans le public là, qui aimeraient revoir la définition. Alors, Kathleen, je t'inviterai à y répondre finalement. Oui, bien sûr. Donc, ici, assimilables, ce sont des ICI qui génèrent la matière en même quantité, en même nature que le résidentiel et qui peuvent donc être desservis par les mêmes modes et outils de collecte. On a, comme j'ai mentionné tantôt, identifié qu'au-delà de 4 bacs, le temps de levée du nombre de bacs devient supérieur au temps de levée pour un conteneur et le volume justifie également l'utilisation d'un conteneur. Par contre, comme pour plusieurs autres sujets pour lesquels on a été à l'écoute des organismes municipaux au sein, entre autres, des travaux qui ont eu lieu dans le cadre du comité de concertation avec les organismes municipaux en vue de la rédaction de l'entente cadre, entre autres, pour la limite de bac utilisée ou définie pour préciser qu'est-ce qui est un ICI assimilable ou pas. On nous a indiqué que dans plusieurs réglementations municipales, c'était plutôt 6 bacs. Parfois même 8 bacs. Donc, on a arrêté pour statuer qu'un ICI assimilable devrait pouvoir être desservi en bac roulant pour un maximum de 6 bacs roulants. Au-delà de ça, en fait, à moins d'aménagement particulier dont vient de parler Marie-Hélène, à considérer, ce serait davantage à voir, peut-être les faire transiter au niveau de la collecte à conteneurs. Et je voulais amener aussi peut-être une précision par rapport au fait qu'actuellement, pour plusieurs municipalités, les ICI assimilables, en fait, c'est que les municipalités ont donné accès aux services résidentiels à tout ICI jusqu'à concurrence de 6 bacs ou 4 bacs à un certain nombre de bacs. Donc, considère que ces ICI-là sont assimilables. Et si ce n'est pas suffisant pour eux, les ICI doivent à ce moment-là bonifier leur service de collecte par un service privé. Parfois, certains d'entre eux ne vont pas nécessairement se payer ce service supplémentaire-là. Alors, peut-être une petite distinction à faire entre les responsabilités ou obligations qu'on a en tant qu'organisme de gestion désigné, de s'assurer que les ICI soient desservis. Ils doivent être desservis avec le bon mode, le bon service, en fait, qui répond à l'ensemble de leurs besoins pour le détournement des matières recyclables et qu'il n'y en ait plus finalement dans les ordures. C'est l'objectif ultime visé.
Alors, voilà, j'espère que cette précision-là par rapport aux ICI assimilables vient apporter un certain éclairage à nombreuses personnes qui semblent avoir posé la question, Ariel. Oui, mais je vais t'inviter à garder ton micro ouvert parce qu'on a une autre question qui va t'être adressée. En fait, la question est de Marie-Josée Barthes. Elle nous demande qu'est-il prévu pour les logements de 9 unités et moins et certains établissements scolaires autres qu'universitaires que l'organisme municipal ne dessert pas puisque ces derniers ne peuvent pas être desservis par le nombre de bacs roulants maximum prévu au règlement municipal. Ces derniers ne sont donc pas desservis par la collecte municipale. Là, je suppose qu'il y avait un point d'interrogation à la fin de la question. Est-ce que c'est correct, Kathleen? Tu as pris ta Oui, gorgée j'ai pris d'eau? mon souffle. Bon. C'est bon. Oui, ben en fait, comme mentionné, ça fait partie des clientèles qui doit être vue dans l'annexe de personnalisation, je vais le dire tranquillement, on va la voir, pour savoir est-ce que ces clientèles-là vont être inclus ou pas dans l'entente de services fournis par l'organisme municipal. Si elles le font déjà, on va voir le taux de couverture qui est fait. Est-ce qu'il reste un ou deux multilogements qui n'est pas inclus? Alors, on va regarder la logique de la chose, mais dans la question, ça semble plutôt être le cas où l'organisme municipal ne desservirait pas cette clientèle-là. Et effectivement, le règlement prévoit que tous les multilogements doivent être desservis au 1er janvier 2025. Donc, à ce moment-là, ça sera à voir si c'est EEQ qui prend cette desserte-là. On va avoir besoin de l'information de la part des municipalités pour connaître quelles sont ces unités d'occupation-là. Donc, ça représente combien d'immeubles, combien d'unités d'occupation par immeuble, de façon, bref, à aller chercher les informations nécessaires pour le déploiement qui devra se faire d'ici janvier 2025. Et dans le cas où cette clientèle-là ne serait pas desservie par l'organisme municipal, c'est EEQ qui ira en appel d'offres pour le service de collecte et qui s'occupera de la desserte de cette clientèle-là. Et au même titre, là, que ce soit pour les multilogements ou les ICI non assimilables, qui, eux, par contre, l'échéance n'est pas au 1er janvier 2025 pour l'obligation de desserte, mais bien en 2027. Parfait, merci. On a eu beaucoup de questions là, sur les collectes de conteneurs, des bacs roulants. Et il y a Rémi Gauvin qui nous pose la question, la contamination est-elle plus élevée lorsque la collecte est par conteneur plutôt que par bac roulant? Marie-Hélène, je te laisserai répondre. On va donner une pause à Kathleen. Merci. C'est une bonne question. Les statistiques auxquelles on a accès, ce sont des statistiques plus par clientèle. Donc, lorsqu'il y a eu des caractérisations réalisées conjointement par Recyc Québec et Co-entreprise Québec, les caractérisations se faisaient par type de clientèle, comme je vous disais, donc du unifamilial, duplex, multilogement, les ICI, les lieux publics extérieurs. Donc, il n'est pas nécessairement associé une clientèle à un type de contenant. Fait que par type de contenant, à ma connaissance, là, il n'y a pas de statistiques ou de données qui permettraient de départager le taux de contamination actuellement présent dans ces contenants-là. Parfait, merci. On a une question anonyme du public. On nous indique que le taux de contamination ne peut dépasser 20 %. Très difficile à contrôler et à maintenir. Qui sera pénalisé? Quelles seront les conséquences? À qui vérifier? Bon, peut-être que la question, c'était à qui incombera la responsabilité de vérifier. Une question anonyme. Je vous laisserai répondre, mesdames. Décidez qui répond. Je vais y aller. En fait, effectivement, ce taux de contamination-là, indiqué dans l'entente cadre, a été déterminé en lien avec la caractérisation qui avait été réalisée sur la collecte hors foyer, justement. Et puis,
en lien avec tout taux de contamination, c'est EEQ qui sera responsable d'effectuer les caractérisations nécessaires à la vérification de tout ça. Et bien entendu, ce sera à voir de quelle façon tout ça sera déployé sur le terrain. On verra avoir, en fait, au niveau de la contamination, on ne va pas nécessairement faire de caractérisation applicable ou spécifique à chacune des clientèles pour reprendre un petit peu sur la question précédente en lien avec les multilogements ou les ITI, mais bien davantage au niveau des voyages des camions de collecte. Parfait. On a une question de Juliana Costa, qui est une habituée chez nous, qui nous pose souvent des questions. Je remarque les questions depuis les deux derniers webinaires. Bref, elle nous indique: il est important d'inclure dans l'analyse de dessertes adaptées, outils de collecte, l'arrimage entre les règlements d'urbanisme concernant les critères pour l'espace d'entreposage, qui sont souvent restreints, les contenants autorisés selon le nombre d'unités d'occupation, les équipements déjà sur place, donc les conteneurs à chargement frontal, arrière, à grue, en plus des bacs roulants. Donc, peut-être que je laisserai Kathleen répondre là, pour le contexte général de l'arrimage réglementaire. Oui. En fait, comme Marie-Hélène l'a mentionné, on ne pourra pas faire fi de ce qui existe déjà, des contraintes du domaine bâti et tout ça. Toutefois, on a quand même une préoccupation à s'assurer, comme j'ai expliqué en lien avec nos piliers, que ce soit le bon mode et le bon outil de collecte qui soit utilisé pour les unités d'occupation qui sont à desservir. On est très conscient, par exemple, qu'il y a déjà plusieurs conteneurs semi-enfouis à chargement à grue qui sont déployés en milieu urbain, en lien, entre autres, avec la densification du développement du territoire qui est exigé par les communautés métropolitaines, c'est ce type d'éléments-là. Par contre, ce qu'on veut vraiment éviter, c'est qu'il y ait ce type d'équipement-là qui soit utilisé sans justification ailleurs en région, par exemple, ou parce qu'on trouve que ça fait plus beau ou qu'il y a juste un conteneur au bout d'un rang à chargement à grue qui est installé. C'est le genre de situation qui est très préoccupante pour nous. Et bien entendu, à ces endroits-là, il y aura peut-être un arrimage à faire et une adaptation de la réglementation municipale en lien avec la desserte prévue dans le système par Éco-entreprise Québec. Donc, pour répondre à la question, oui, il y aura de l'adaptation à faire au niveau réglementaire dans certaines municipalités. On va vraiment regarder ça de façon pragmatique. Parfait. La prochaine question nous vient de Chloé Gourde de Bureau et je le dis d'entrée de jeu, c'est Marie-Hélène qui répondra à cette question-ci. Chloé nous indique que plusieurs municipalités offrent une collecte à chaque semaine pour les multilogements, voire 2 fois par semaine. Est-ce qu'il serait possible que certains multilogements continuent à avoir cette fréquence de collecte? Il pourrait être difficile de diminuer cette fréquence due au manque d'espace pour ajouter des conteneurs. Donc, Marie-Hélène, Oui, je vais y répondre avec plaisir. Donc, c'est la même réponse que les types de contenants. Donc, l'entente cadre prévoit des fréquences de collecte pour des contenants en particulier. Donc, si la fréquence, si vous respectez ou sur votre territoire, vous avez les contenants prévus à l'entente cadre, parfait. S'il y a des considérations qui vous amènent à penser que la fréquence de collecte qui est prévue à l'entente cadre ne suffit pas,
le lieu pour manifester là, cette problématique, ce sera via le formulaire de personnalisation de l'entente où vous nous ferez part de cet élément-là avec la justification, donc l'explication du contexte, de l'espace, etc. Et nous allons, comme je disais, recevoir cette information-là, en prendre connaissance, l'analyser et vous revenir. Donc, c'est exactement à quoi sert le formulaire de personnalisation de l'entente. Donc, comme je vous dis, c'est le lieu où vous pouvez nous partager ces éléments-là pour des dispositions qui ne seraient pas celles prévues originalement dans l'entente cadre. Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce que vous le saisissez dans le formulaire que ça deviendra systématiquement, que ça prendra forme dans l'annexe de personnalisation et que ce sera qui sera signé. Il y a cette démarche, comme je disais, itérative de discussion avec Éco-entreprise Québec pour qu'il y ait approbation somme toute, de la dérogation. Donc, ça s'applique pour des contenants, ça s'applique pour des fréquences ou autres services particuliers qui ne seraient pas spécifiquement décrits dans l'entente cadre. Parfait. Le temps avance. Là, on va prendre 5 autres questions. La question de Jérémy Vachon est fort intéressante. Il nous mentionne qu'il est quand même fascinant de voir qu'il ne pourra y avoir aucun lieu public extérieur ajouté à la liste des lieux desservis d'ici 2027, mais qu'il sera tout de même interdit aux municipalités de les desservir elles-mêmes entre-temps. Est-ce possible de commenter cette remarque, mesdames? Oui, bien sûr. En fait, les lieux publics qui sont déjà desservis pourront être maintenus, cette desserte-là, par la municipalité, si elle démontre qu'elle est, bien entendu, que cette desserte-là est adéquate et bien réalisée, sans problème. Il y a eu d'autres questions aussi qui allaient en ce sens-là que j'ai vu dans la liste de questions, à savoir, dans le cas de réaménagement de parcs, ou d'aménagement de nouveaux parcs, à savoir est-ce qu'il pourrait y avoir déploiement, tout ça. En fait, ce qu'on invite les organismes municipaux, c'est vraiment au principe de précaution ici à appliquer en lien avec le plan de desserte que EEQ va prendre le temps de faire, et on a l'intention d'aller chercher toutes les bonnes pratiques dans cette desserte-là des lieux publics extérieurs. L'Europe a quand même une bonne historique, une bonne longueur d'avance sur différentes modalités. Il y a différentes tendances également qu'on voit qui se dessinent de plus en plus à ce que les parcs ne soient pas, que ce ne soit pas une panoplie d'îlots de récupération qui soient disséminés à l'intérieur du parc en tant que tel, mais davantage aux entrées et sorties de ces lieux extérieurs-là. Donc, il y aura très certainement du changement à prévoir en lien avec ce plan de desserte-là. Donc, si vous y allez avec des déploiements dans des nouveaux lieux et tout ça, ben, il est possible que quand EEQ arrivera avec son plan de desserte, que certains îlots à certains endroits, ça ne correspondra pas nécessairement à ce qui sera prescrit par EEQ. Donc, c'est davantage au principe de précaution ici qu'on invite les municipalités. Bien entendu, dans le cas d'un réaménagement d'un parc et tout ça, ben, conscient que ça fait partie des éléments qui pourront être maintenus là, dans la collecte, dans la desserte actuelle par les municipalités. Parfait, Kathleen, ne nous quitte pas. On a une autre question pour toi de Joey Saint-Germain. En fait, c'est 2 questions en rafale qu'il nous a posées. Il nous a demandé que faire si notre MRC ne souhaite pas être responsable de la collecte sélective. Donc, dans le cas où une MRC ne souhaite pas être responsable et qu'elle laisse aux municipalités, pourrons-nous aller en appel d'offres pour un contrat qui va au-delà de la date du 31 décembre 2024? Donc, on revient un peu dans les derniers webinaires, là. Alors, voilà, je te laisserai répondre à Joey. Pas certaine de bien saisir la question, mais je vais me tenter une réponse tout de même. En fait, le règlement et la loi 65 qui est venue modifier la LQE précise d'emblée que
la responsabilité de la collecte sélective revient aux entreprises. Donc, les municipalités ne peuvent plus, en tout ou en partie, planifier ou gérer le système de collecte sélective en lien avec les matières visées par la REP. La particularité de la responsabilité élargie des producteurs du Québec, qui en est une unique au Canada et même partout dans le monde, c'est que cette responsabilité-là est d'emblée transférée aux entreprises. Par contre, le législateur est venu quand même mettre l'obligation à l'OGD de voir avec les organismes municipaux si ils désirent maintenir un rôle actif dans la prestation de services de proximité. Donc, c'est dans ce cadre-là que les discussions ont débuté, que IEQ a ciblé les interlocuteurs avec qui il désirait entreprendre ces discussions-là, en l'occurrence les MRC. Ce qu'on est ouvert à considérer, c'est si la MRC ne veut pas être l'interlocuteur pour gérer l'entente avec IEQ et donc recevoir les compensations, les prestations, bref, prochain sujet du webinaire de juin, et voir peut-être à les redistribuer aux différents acteurs qui seront actifs là, chez vous dans le cadre de cette entente-là. Ça peut être une municipalité, une grande ville, par exemple, qui est très active et qui a déjà les services déployés au niveau de la GMR ou des communications et tout ça, qui puisse gérer l'entente pour l'ensemble du territoire de la MRC. Nous, on n'est pas strict sur, il faut absolument que ce soit la MRC qui soit le signataire. Par contre, on tient à ce qu'il y ait quand même une optimisation territoriale des collectes et IEQ ne signera pas d'entente avec chacune des petites municipalités qui composent la MRC, particulièrement si le seuil permettant d'optimiser les opérations de collecte n'est pas atteint. Merci, Kathleen. On a une question anonyme, mais qui est fort pertinente et importante. Marie-Hélène, tu vas pouvoir y répondre. La personne nous pose le constat suivant. Nous sommes en processus de regroupement intermunicipal. Est-ce que nous devons faire la demande auprès de notre MRC ou bien auprès de IEQ pour remplir le formulaire d'annexe B? Il y a d'autres questions qui nous ont été posées concernant le formulaire de l'annexe B. Donc, je pense que ce serait intéressant d'y répondre, Marie-Hélène. Oui, donc le formulaire, donc l'invitation à compléter le formulaire a vraisemblablement été, ou probablement été envoyée à votre MRC. Donc, dans le dit formulaire, la MRC, si elle n'est pas l'organisme qui prévoit signer l'entente avec IEQ, la MRC peut l'indiquer à cet endroit-là et peut indiquer qui serait le signataire. Donc, s'il y a d'autres démarches en cours, donc on demande à celui qui a reçu le courriel avec l'invitation à compléter le formulaire, à le compléter, que ce soit favorable ou défavorable, ou pour nous indiquer qu'il y a justement un autre signataire où il y a des démarches en cours sur le territoire. Donc, via cette étape-là, nous, on va être informés que, par exemple, vous êtes l'organisme désigné dans le cadre d'une démarche d'un regroupement, puis on va communiquer avec vous par la suite. Donc, je dirais que la voie de passage, ce serait de compléter le formulaire par l'organisme municipal qui l'a reçu, parce que ce formulaire-là, il permet, comme je vous disais, de vous dire à la fois « oui, je suis la signataire » ou « non, je ne serai pas » parce qu'il y a un autre organisme qui va prendre le relais pour la suite. Parfait. On va continuer avec les annexes parce qu'on a Christian Desalliés qui nous a mentionné, en fait, il nous demande, est-ce que c'est normal que l'entente cadre qui a été reçue par notre MRC ne contenait pas l'ensemble des annexes B, C et D?
Donc, oui, c'est tout à fait normal. L'entente cadre que vous avez reçue et qui est publiée sur le site Internet DEQ comprend certaines annexes qui sont les annexes non personnalisables, je vous dirais les annexes communes à tous les organismes municipaux. Par exemple, l'annexe A, si je ne me trompe pas, c'est la liste des matières acceptées en porte-à-porte puis en éco-centre et les matières refusées qui constituent de la contamination. Donc, ça, il n'y a pas de personnalisation ce qui a trait à cette annexe-là. L'entente cadre n'inclut pas pour l'instant les annexes B, C et D parce qu'elles seront constituées d'éléments qui vont être à discuter avec les organismes municipaux, avec la première étape qui est la saisie de l'information, le partage de l'information par les organismes municipaux ciblés à travers le formulaire préalable aux annexes. Donc, l'annexe B, comme je vous le disais, c'est on identifiera le signataire, territoire d'application. En C, ce sera les clientèles desservies, donc le nombre d'unités d'occupation de résidentiel, multilogement, ICI, etc., les modalités de desserte particulières s'il y en a. Et l'annexe D, dont on n'a pas parlé jusqu'à présent parce que je dirais que ça représente moins d'enjeux, c'est l'identification des parties et les coordonnées des différentes personnes à qui parler ou les ressources, autant chez EQ que l'organisme municipal signataire. Donc, ça viendra, ces annexes-là seront incluses dans le contrat, dans l'entente de partenariat avec EEQ. Ça fera partie du document, mais ça fera partie de chacune des ententes spécifiquement avec chacun des organismes municipaux. Parfait. Merci beaucoup, Marie-Hélène. J'ai une question pour Kathleen de Caroline Fouquet qui nous demande est-ce prévu, est-ce qu'il y a une compensation financière qui est prévue pour les municipalités qui auront à refaire un appel d'offres de courte durée? En fait, la réponse à cette question, elle est dans la modification du règlement sur le régime de compensation. Le gouvernement, le législateur est venu modifier le règlement qui encadre le régime de compensation actuel, entre autres pour venir y mettre fin en date du 31 décembre 2024 et pour y prévoir aussi dans ce nouveau règlement les modalités de remboursement qui s'appliqueront d'ici la fin du régime. Et dans ce nouveau règlement-là, si je ne m'abuse, aux alentours des articles 8, il y est mention des modalités prévues afin de s'assurer que les municipalités qui ont des surcoûts en lien avec les contrats courts soient compensées pour ces surcoûts-là. Alors, je vous invite d'aller consulter le règlement sur le régime de compensation. Parfait. On va prendre une dernière question, puis à la fin, on a un commentaire vraiment gentil qui nous a été partagé du public. Donc, Christophe Derrien nous mentionne « Est-ce que l'entente EEQ s'applique à la Ville de Montréal et notamment aux arrondissements qui ont déjà des ententes avec des OBNL pour la distribution de bacs et la réalisation d'ISE avec les 9 logements et plus, les ICI et les écoles? » Oui, donc l'entente de partenariat entre EEQ et les organismes municipaux s'appliquera aussi. Donc, il y aura une entente avec la Ville de Montréal pour les services de collecte sélective. Et pour répondre à la question, je reviendrai à ce que j'ai dit un peu plus tôt dans la présentation, quand j'ai parlé de responsabilité versus compétence. Donc, la responsabilité du système de collecte sélective dans son ensemble, donc incluant la gestion des contenants de collecte, les activités d'ISE, etc. Et donc, cette responsabilité-là revient à Éco-entreprise Québec. Et via l'entente cadre, Éco-entreprise Québec établit le partage des activités, des clientèles desservies, etc. et qui réalise quelle activité en lien avec la collecte sélective. Parfait, merci. On va terminer sur une bonne note. On a Béatrice Côté qui nous a écrit. Ah non, pardon, je m'excuse, c'est pas Béatrice Côté. Ah, j'ai perdu la question. Bon, en tout cas, il y a quelqu'un qui nous mentionnait que, mesdames, vous faisiez très bien votre travail, que les infographies étaient très belles, que les réponses étaient répondues de façon claire. Ah oui, c'est Béatrice Côté qui nous disait
Je reviens. Ce n'est pas une question, mais un simple commentaire pour vous féliciter pour ce webinaire. Les explications de Mme Gravel et Mme Dubé sont très claires et concises. La présentation et les infographies le sont tout autant. Bravo. Je remercie aussi Simon et moi-même. Mais merci beaucoup, Mme Côté. Merci, c'est très apprécié. Merci beaucoup. Ben, j'aborde dans le même sens que Mme Côté. Merci beaucoup, Kathleen et Marie-Hélène, puis aussi Ariel pour cette présentation, pour cette grosse période de questions. Donc, moi, j'espère que ces rendez-vous-là vous sont utiles, les gens des organismes municipaux, puis que ça facilite la transition vers ce nouveau système de la collecte sélective. Je vous donne donc rendez-vous le 13 juin prochain pour le 4e webinaire de la série qui a été un peu annoncé tantôt, mais on va parler des derniers volets de l'entente cadre, donc la gestion des contenants de la collecte, l'ISée, les premières lignes et les dispositions financières. Donc, un rendez-vous qui semble intéressant. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Merci, au revoir à tous. Merci. Merci.